Bienvenue dans le débat. Il est consacré au limogeage de Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe. Vladimir Poutine l'a remplacé par un économiste, Andrei Belousov. Sergueï Shoïgu était à l'origine de l'invasion russe en Ukraine. Un proche de Vladimir Poutine qui devient secrétaire du Conseil de sécurité. Son remplaçant, donc Belousov, est un économiste. Ce remaniement a lieu alors que Moscou multiplie les attaques autour de Kharkiv et a occupé des dizaines de kilomètres carrés de territoire en quelques jours. Plus de 30 localités de la région de la ville ont été touchées par des tirs d'artillerie et de mortiers ennemis, selon le gouverneur régional. Pratiquement 6000 habitants ont d'ailleurs été évacués de ces zones depuis le début des combats. Alors on va revenir sur le limogeage de Sergueï Shoïgu, qui est Andrei Belousov, le ministre de la Défense qui lui succède. Quelle est finalement la stratégie de Vladimir Poutine à Kharkiv? Les Ukrainiens y sont-ils préparés? Sommes-nous à un tournant de la guerre en Ukraine? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sylvie Berman. Bonsoir. Bonsoir. Diplomate, présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale, ancienne ambassadrice de France en Russie. Bienvenue à vous. En face de vous, Thierry Volton est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Essayiste, spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques. Bienvenue. Nous avons à Tbilissi notre correspondant Régis Janté, correspondant donc France 24, co-auteur également, bonsoir Régis, de Volodymyr Zelensky, dans la tête d'un héros, et c'est chez Robert Laffont. Notre envoyé spécial à Kharkiv nous rejoindra, Emmanuel Chaz, pendant cette émission. Avant de démarrer ce débat, Sergueï Shoïgu, je vous le disais, limogé de son poste de ministre de la Défense. Il conserve un poste proche de Vladimir Poutine, puisqu'il va devenir tout de même le secrétaire du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas rien. Et c'est l'économiste Andrei Belousov, qui était d'ailleurs vice-premier ministre russe, qui le remplace. Je vous propose d'abord son portrait en images avec Noémie Roche. Il n'a aucune formation militaire, mais se retrouve aujourd'hui propulsé ministre russe de la Défense. Pour le Kremlin, Andrei Belousov est la bonne personne pour remplacer Sergueï Shoïgu et poursuivre l'offensive russe en Ukraine. Aujourd'hui, sur le champ de bataille, celui qui l'emporte, c'est celui qui est le plus ouvert à l'innovation. Et donc, il est naturel qu'au stade actuel, le président ait décidé que le ministère de la Défense devrait être dirigé par un civil. D'autant plus qu'il ne s'agit pas seulement d'un civil, mais d'un homme qui a dirigé le ministère du développement économique de la Russie, qui a longtemps été l'assistant du président pour les questions économiques. Un proche du président donc, récompensé pour son engagement. Économiste de formation, Andrei Belousov a entamé sa carrière politique en 2000 comme conseiller du Premier ministre russe. Entre 2006 et 2012, il a occupé plusieurs fonctions avant de devenir conseiller de Vladimir Poutine de 2013 à 2020. Proche du président, il partage avec lui la vision d'un État et d'une identité russe forte. Pendant la pandémie de Covid-19, il avait même remplacé le Premier ministre malade, un signe de confiance de la part du Kremlin. Dans la guerre en Ukraine, Andrei Belousov a déjà joué un rôle majeur dans la supervision des drones russes. Régis, je commence avec vous. D'abord, est-ce que c'était une surprise, ce limogeage de Sergueï Shoïgu ? Plutôt, même si ces derniers jours, on spéculait, je dis on, les gens qui suivent vraiment la Russie comme des spécialistes sur son possible départ. Ce n'était pas une hypothèse exclue, même si ce n'était peut-être pas l'hypothèse favorite. Pourquoi ? Parce que un des vice-ministres les plus importants, qui s'appelle Teimour Ivanov, a été arrêté voilà quelques jours pour corruption. Et c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement proche de Shoïgu. On aurait presque pu dire qu'il faisait partie du clan de M. Shoïgu. Et là, et puis d'autres personnalités ont été arrêtées. Et là, on pensait que c'était une éventualité, effectivement, qu'il soit renvoyé. Eh bien, et on se disait, par exemple, c'était une de mes hypothèses, me dire peut-être que Shoïgu restera, mais on va lui mettre, dans ce cas-là, des vice-ministres qui sont d'autres personnes pour le contrôler, notamment sur des questions liées peut-être à la corruption, même si ça n'épuise pas le sujet, quoi. Mais c'est une demi-surprise, disons. Mais c'est très important, parce que c'est vraiment, Shoïgu, c'est quand même quelqu'un qui avait
avec M. Poutine depuis, non pas depuis les débuts, mais depuis le début de son ascension au Kremlin, lorsqu'il monte à Moscou, si je puis dire, depuis Saint-Pétersbourg. Donc c'est quand même un vrai compagnon de route important, bien sûr. Sylvie Bermann, c'est vrai qu'il était à l'origine de l'invasion russe en Ukraine, Sergueï Shoïgu. Donc c'est un signe fort de la part de Vladimir Poutine, non pas de l'écarter totalement du pouvoir, mais en tout cas de lui retirer cette fonction. Alors, quand on dit à l'origine, enfin, il était au début. C'est-à-dire c'est pas lui qui a voulu cette guerre, c'est vraiment Vladimir Poutine. Et en fait, c'était pas une guerre au départ, c'était une opération militaire spéciale. Shoïgu n'a aucune compétence dans le domaine militaire, même s'il est là depuis très longtemps. C'était un civil aussi, même si maintenant il portait l'habit militaire et les décorations. Et les décorations. Ça a été un des ministres les plus populaires en Russie quand il était ministre des situations d'urgence, un ami de Vladimir Poutine aussi, puisqu'il partait chaque été en vacances ensemble en Sibérie et que c'était mis en scène. Alors maintenant, est-ce que c'est un véritable limogeage? Est-ce que c'est un changement de titulaire parce qu'on recherche d'autres fonctions? C'est vrai qu'il pouvait avoir été fragilisé et qu'il avait été critiqué, mais il l'avait maintenu jusque-là. Et on n'est pas dans une période où la Russie perd, au contraire, elle est dans une période plutôt favorable. Et dernière remarque, le Conseil de sécurité, c'est un poste très important. On parlait de Patrouchev comme le seul qui avait l'oreille de Vladimir Poutine, mais c'est plus une éminence grise, d'une certaine manière, que quelqu'un qui est plus visible comme le ministre de la Défense. Thierry Volton, vous avez été surpris ? Demi-surprise, oui, comme dit Régis Janté. Aux arcanes du pouvoir russe. Non, qu'est-ce que ça dit de Poutine ? C'est très important. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, première chose, je pense que la sphère de corruption dont a été victime, enfin en tout cas condamné, enfin arrêté son proche collaborateur, a joué sans doute quelque chose, un rapport avec cette histoire. Deuxièmement, il est très intéressant. D'abord, c'est pas un limogeage. Je suis contre cette idée parce que en vérité, il n'est pas promu, mais il change de poste. Hein. Il reste proche de Poutine. Il a été souligné que ce poste n'est pas nul quand même, évidemment. Alors évidemment, il y a M. Medvedev dans tout ça qui préside, qui est, comme vous le savez, très archaïque, très folklorique, je pourrais dire, avec des saillies gigantes, très, très méchantes contre l'Occident et contre tout le monde. Donc c'est vrai que Patrouchev, qui était le personnage clé de ce Conseil de sécurité, on ne sait pas encore où il va venir. Mais Patrouchev, c'est vraiment sans doute l'homme le plus proche de Poutine. Hein. Donc je suis sûr qu'il va se retrouver dans un poste sans doute conseiller spécial du président, enfin j'en sais rien, mais a priori c'est comme ça. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait dire, je crois, c'est que la nomination d'un économiste est un signe très important. Ça veut dire, premièrement, que c'est vrai que l'armée russe a des vrais problèmes. D'abord de corruption, ça c'est aussi vieux que le système, je pourrais dire, mais aussi un problème d'innovation, sans aucun doute. Et donc, je pense que ça veut dire aussi ça, c'est que Poutine s'inscrit dans un long terme. Et ça, je pense que les Occidentaux doivent absolument le comprendre. C'est-à-dire que parce que ce personnage, vous comprenez bien que pour mettre des innovations, pour changer les choses, ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts. Donc, ça va prendre du temps. Donc, ça veut dire que Poutine s'inscrit vraiment dans le long terme dans cette guerre. Et donc, on en a pour plusieurs années. Une économie de guerre, ça serait ça, Régis Janté, on l'a déjà dit, mais est-ce qu'il s'inscrit dans cette démarche, comme vient de le dire Thierry Volton, de plus long terme d'économie de guerre, et Andrei Bailousov serait une sorte de manager des ressources de guerre, il va renforcer cet effort de guerre, renforcer l'innovation, c'est ça un peu le message de Poutine? C'est effectivement des choses que je lis ces derniers jours chez des très bons analystes qui disent que c'est peut-être le signe qu'on s'inscrit dans une guerre qui effectivement va durer. Peut-être que c'est en partie d'ailleurs le résultat des 61 milliards d'aide votés par les États-Unis, par exemple. Ça, c'est effectivement pas quelque chose à vraiment mentionner. Je crois que ce qui est aussi important dans cette histoire, vous avez raison, et on a raison de souligner le fait que c'est un économiste assez étatiste, enfin keynésien. Il est vraiment de cette aile de l'économie russe. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent comme des libéraux. Lui est plutôt de cette aile keynésienne, très étatiste, très pour la relance d'une économie à travers les budgets de l'État. Et ce qui est aussi important, et c'est peut-être aussi important que le fait qu'il soit économiste, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à l'innovation, effectivement. Et en ce sens, ce qu'a dit M. Shoïgu, c'est une manière pour lui de justifier son départ et de montrer que tout va bien et qu'il n'est pas puni. Mais il est possible qu'effectivement, c'est quelque chose qui joue un rôle
rôle assez important dans le fait de promouvoir M. Belousov. Et troisième point sur cette personnalité, dans ce que je lis, je veux pas dire, c'est quelqu'un qui semble assez peu corrompu, en fait, qui semble avoir une forme de droiture. Il est reconnu, même, je lisais ça, chez des gens qui sont plutôt très critiques de la part du Kremlin. Et donc, peut-être que c'est une manière aussi d'essayer d'amener quelqu'un qui remettra un petit peu d'ordre dans ce ministère qui est extrêmement corrompu. Et cette corruption était même à l'origine, pour une part d'ailleurs, de toute l'histoire. Enfin, c'est une des facettes de l'histoire de Prigojine, de la mutinerie. Il y avait vraiment une dimension économique dans cette affaire très importante. Sylvie Bermann, pour rebondir, est-ce qu'il va effectivement moderniser encore cet appareil, ce ministère lui-même? On parlait de corruption, c'est aussi une grosse bureaucratie. Ça va être ça son rôle? Oui, bien sûr, parce qu'au début de la guerre, on s'est rendu compte que l'armée russe n'était pas aussi moderne qu'on l'imaginait. Or, Poutine, depuis plus de 10 ans maintenant, était engagé dans une modernisation de l'armée. Il l'avait fait avec tout cet armement supersonique qu'il mettait très régulièrement en avant. Et il s'imaginait que le reste de l'armée a été également modernisé. On s'est rendu compte que non, parce que les soldats manquaient de tout. Il y avait un problème également de logistique. Donc, ils ont fait des progrès. Ils ont fait énormément de progrès. Ils ont fait des progrès dans les drones. Et effectivement, ça a été supervisé par Belousov. Il était aussi ingénieur et, je crois, spécialiste de cybernétique. Donc, ça peut être utile dans cette guerre, effectivement. Mais le principal, c'est comme il y a une vraie innovation du côté ukrainien, avec une aide considérable américaine. Il faut évidemment que les Russes non seulement suivent, mais c'est le cas échéant de dépasser. Oui, parce qu'ils importent quand même pas mal de munitions, d'armes de Corée du Nord, les Russes. Oui, donc ça alors serait pour un peu... les armes de la Corée du Nord, les munitions ne sont pas formidables, soyons clairs. Mais il y a la Chine derrière tout ça, n'oublions pas. La Chine via la Corée du Nord, ou même directement, tout simplement. Alors, c'est vrai que les Chinois ne se sont pas engagés directement à soutenir militairement, mais vous savez, la plupart des produits qui sont importés de Chine sont duals, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire militaire ou civil. Alors vous savez, la frontière est très ténue. Donc, est-ce qu'il est moderne cet équipement, justement, ou est-ce qu'ils voudraient moderniser leur propre équipement, là, les Russes? Ah, bah, je pense que oui. Ils ont vraiment besoin de ça, excusez-moi, parce qu'il y a certains chars qui sont... Alors, il y a des chars modernes, mais ils ont quand même sorti des vieux clous de la Seconde Guerre mondiale à certains moments, parce qu'ils étaient... D'abord, ils en ont perdu énormément lors de l'offensive première. Là, ils en ont perdu beaucoup. Donc, il a fallu quand même... Et avant que la machine se remette en marche... Alors, ceci dit, il ne faut pas négliger la chose que... N'oublions pas que ce régime, qui est un héritage du régime soviétique, dans ce type de régime, le complexe militaro-industriel est excessivement important. Il est facile, je dirais, dans ce type de régime, de passer du civil, si je puis dire, au militaire. C'est beaucoup plus compliqué pour une démocratie. Donc, ça veut dire est-ce qu'il n'est pas déjà en état d'économie de guerre? Oui, parce que 40% du PIB, on le sait aujourd'hui, est consacré à l'économie de... Donc c'est déjà une économie de guerre. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai, il y a tellement de corruption. Je crois qu'on n'a aucune idée en Occident de l'état, mais l'état à tous les étages, la corruption. C'est pour ça que quand vous arrivez au sommet, il n'y a plus rien, si je puis dire. Enfin, j'exagère un peu. Mais bon, donc il y a une telle corruption que d'abord, il faut un peu nettoyer les écuries d'Augias, comme on dirait. Alors, je ne suis pas sûr que est-ce qu'il va y arriver? Oui, qu'il va y arriver. Bon, mais en tout cas, c'est un des objectifs. C'est pour ça que on met un économiste. C'est pour qu'au moins, il regarde les comptes, si je puis dire. Ce qui va arriver, c'est autre chose. Ce remaniement a lieu en tout cas au moment où l'armée ukrainienne reconnaît des succès tactiques russes dans la région de Kharkiv. Les forces russes qui mènent une offensive dans les directions de Lipsy et de Vovchansk, qui sont deux localités situées respectivement à une vingtaine et à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kharkiv. Kharkiv, c'est la deuxième ville du pays, donc d'Ukraine. Une trentaine de villages du nord-est de l'Ukraine, donc sont sous le feu de la Russie depuis 3 jours. On va d'abord faire un point en image avec Noémie Roche. Sur la route de Vovchansk, les voitures qui évacuent les civils croisent les tanks qui partent au front. Au total, 4000 personnes ont été évacuées de cette localité proche de Kharkiv, région où l'armée russe mène une offensive depuis vendredi. À moins d'1 kilomètre d'ici, ils se battent avec des armes automatiques, à 500 mètres le long de la rivière Vovcha. Sur le terrain, la situation reste très compliquée pour les forces ukrainiennes. D'après le gouverneur régional, plus de 30 localités de la région de Kharkiv ont été touchées par des tirs d'artillerie et de mortiers russes, comme ici, où les habitants ont dû fuir en catastrophe.
C'est terrible, les maisons sont bombardées. C'est complètement fou. Moscou a revendiqué la prise de 4 nouvelles villes du nord-est du pays. Face à cette offensive, Kiev a remplacé son commandant militaire sur le front de Kharkiv. L'état-major ukrainien reconnaît des succès tactiques pour la Russie et tente de contre-attaquer. Les forces ukrainiennes ont multiplié les frappes à l'intérieur de la Russie et dans les zones d'Ukraine occupées par les Russes ces dernières heures. Régis, on a vu ce week-end qu'un militaire ukrainien, Denis Yaroslavsky, a posté sur Facebook. Il dit, lui, que c'est une tentative d'encerclement russe qui est en cours et il s'insurge, donc ce militaire ukrainien, contre le manque de préparation et la corruption, contre l'absence de fortification et de minage. C'est tout de même ce qu'il a écrit sur Facebook. Donc il est très critique de l'état-major ukrainien. Ça vous surprend ? Oui et non. Enfin, on sait qu'il y a de la corruption en Ukraine et qu'il y a une dynamique qui est en train de. Où on essaie de lutter contre cette corruption, mais que bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Je ne sais pas qui est ce militaire, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis plusieurs mois déjà, c'est des choses que j'entendais. Il y avait une intention russe effectivement de s'en prendre à Kharkiv, ce qui est assez curieux et je suis pas vraiment capable de l'expliquer. Je suis pas un expert militaire, mais parce qu'on se dit que c'est quand même une très grosse ville et que ça va certainement demander énormément de moyens pour la Russie pour pouvoir la prendre. On sait que c'est un des objectifs de guerre depuis le début et que ça s'est avéré toujours extrêmement difficile. Donc je sais qu'il y a un questionnement qui se pose chez les experts actuellement sur le sens de cette offensive. Vovchansk, c'est un petit peu justement là que se trouvent les combats. Madame l'ambassadrice, en ce moment, on parle même de bombes larguées par l'aviation russe, des bombes de haute technologie, les BPG, et ils grignotent une partie du territoire puisqu'on parle de 130 km² le long de la frontière. C'est un tournant, selon vous, ce qui se passe ? Oui, je pense que c'est un tournant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réversible, en tout cas quand les armes américaines arriveront. Mais pour le moment, il est clair en tout cas que les Russes veulent pousser leur avantage et prendre le maximum de terrain, d'autant plus qu'il va y avoir en juin une première réunion avec des réflexions sur d'éventuelles négociations et plans de paix. Mais en tout cas, ils ont raison de le faire, de leur point de vue. Par ailleurs, ce qu'ils cherchent à faire également, c'est avoir un peu une zone tampon pour protéger davantage Belgorod en territoire russe, donc qui est frappé par les Ukrainiens. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui est la possibilité d'immobiliser des troupes ukrainiennes là pour éventuellement percer ailleurs sur le front. Donc on ne connaît pas effectivement les intentions russes pour le moment, mais toutes ces hypothèses sont effectivement sur la table. Thierry Volton, parce qu'il le disait, Régis, que c'est une ville très importante, deuxième ville d'Ukraine. Plus d'1 million d'habitants, donc c'est considérable. Voilà, c'est ça, plus d'1 million d'habitants, c'est ça ce que vous dites. Oui. 1,3 million même, je vois. Ils ont évacué 4500 personnes dans des villages aux alentours. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés encore dans Kharkiv. Que veulent faire les Russes, finalement ? Est-ce qu'effectivement, ils veulent obliger les Ukrainiens à se diriger vers Kharkiv ? Sans aucun doute, à mon avis. D'abord, bon, je ne suis pas non plus expert militaire, mais j'en écoute beaucoup, donc je vais rapporter un peu ce qu'ils racontent. D'abord, ils sont tous unanimes là-dessus. Je parle d'experts français qui analysent la situation. C'est que, l'armée russe présente sur ce terrain n'a pas les moyens d'investir Kharkiv. Donc le but n'est pas d'investir Kharkiv, donc de prendre Kharkiv dans un premier temps. Le but, c'est d'approcher de Kharkiv, de mettre des batteries, des canons, si je puis dire, et de bombarder Kharkiv pour instaurer de la terreur, si je puis dire, et éventuellement faire obliger la population de fuir. Vous vous rendez compte, 1 400 000 personnes, 300 000 personnes qui fuient d'un endroit, ça met un désordre terrible, première chose. Deuxièmement, et là je reviens, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Burman, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est aussi un abcès de fixation qui est en train de se mettre en place, et qui est, à mon avis, volontaire du côté des Russes. C'est-à-dire, et comme les Ukrainiens sont assez... N'oublions pas qu'ils ont un front de 1000 km. C'est considérable, 1000 km de front, pour contenir l'opération spéciale de Poutine. Donc, ils sont obligés, s'ils veulent tenir Kharkiv et tenir, en tout cas, repousser, ou en tout cas... empêcher qu'ils avancent trop, ils sont obligés de déplacer des troupes et du matériel. Et ça, tout le monde, les experts militaires, encore une fois, je me repense sur eux, disent que c'est un moyen justement de diversion, si je puis dire, pour éventuellement percer ailleurs. Et ce que l'on pense, moi je vous rapporte ce que j'ai entendu, ce que l'on pense, c'est qu'en vérité, ils veulent
ils veulent prendre par derrière le Donbass, c'est-à-dire que comme le Donbass pour être clair, le Donbass quand on a la carte de l'Ukraine comme ça, le Donbass est à droite, si je puis dire, et Kharkiv est là. Donc, et Kharkiv au nord-est. Est à l'est. Voilà, Kharkiv est au nord. Donc, si on fait une action là, il y a des troupes qui viennent là, on peut dégarnir, et on peut éventuellement faire une opération qui irait prendre le Donbass par derrière, donc la défense ukrainienne par derrière qui contient le Donbass, et c'est en tout cas la crainte qu'ont les militaires et les spécialistes du terrain. Emmanuel Chaz, vous êtes notre envoyé spécial justement à Kharkiv, vous nous avez rejoint. Vous confirmez, vous, effectivement, 3 jours de combat, de bombardement. Quel est le climat à Kharkiv ? Eh bien, écoutez, vous voyez que Kharkiv, ce soir, il n'y a pas encore eu d'alerte, malgré 3 alertes dans la journée, des alertes aériennes. Kharkiv a été bombardé de plus en plus au cours des derniers mois, des dernières semaines. Tout le monde pense à ce qui est en train de se jouer à quelques dizaines de kilomètres seulement de la ville. Et j'ai passé la journée avec des déplacés internes, ces milliers de personnes qui ont quitté les localités qui sont entre les feux des deux armées. Donc je pense à Vovchansk et à d'autres villages qui se trouvent à environ une 50aine de kilomètres d'ici. Effectivement, ici, on ne s'inquiète pas vraiment d'une invasion terrestre de la ville. C'est une grande ville. Les Russes n'ont pas pour l'instant amassé assez de troupes aux portes de Kharkiv pour envisager sérieusement sa conquête. En revanche, ce qui inquiète beaucoup ici, c'est que la ville continue à être bombardée, que la ville soit détruite avant que Kharkiv ait les moyens d'assurer entièrement sa défense aérienne. Ça, c'est une vraie crainte des civils. J'ai pu parler aussi avec des habitants ici qui me disent qu'ils n'envisagent pas de quitter la ville. Ils ont déjà résisté à la première tentative d'invasion de Kharkiv. Rappelez-vous, il y avait eu une bataille de Kharkiv pendant les premiers mois de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Kharkiv avait résisté. Donc les habitants, eux aussi, se montrent pour l'instant résilients. Certains envisagent peut-être de s'éloigner de la ville quelque temps, mais d'y revenir après quelques semaines. Ils sont globalement confiants, même si, évidemment, ils sont aussi tout à fait conscients de la difficulté qui se joue en ce moment entre les deux armées, du prix aussi de ces combats, puisque c'est énormément de blessés, énormément de morts. On s'en rend compte notamment avec les avis de décès qui se multiplient toujours lors de ces agressions, de ces offensives lancées. C'est le cas maintenant contre Vovchansk, ça l'avait été avant contre Bakhmout et Avdiivka, dans quelque chose qui devient tristement commun ici en Ukraine, sans qu'on ne parvienne jamais vraiment à s'y habituer quand on fait partie de la population ukrainienne. Emmanuel, ces bombes BPG qui ont été larguées par l'aviation russe, quelles sont les caractéristiques ? Eh bien, écoutez, c'est très inquiétant pour la population parce que leur capacité de destruction est immense. On parle pas forcément d'un seul bâtiment qui serait touché et qui serait endommagé. Quand une bombe de la sorte tombe, ça fait un cratère souvent de près d'une vingtaine de mètres. Ça détruit absolument tout en s'écrasant. Ça fait voler en éclats. Ça souffle complètement les fenêtres. Ça peut souffler des centaines de fenêtres. Évidemment, vous imaginez avec la force de cet impact, l'impact de la destruction justement sur tout ce qui est vivant autour, donc les civils également. Les soldats sont également visés, ils ne peuvent rien faire pour se prémunir de ces bombes tant qu'ils n'ont pas, une fois encore, les moyens de leur défense aérienne. Et ce qui est inquiétant pour les Ukrainiens, c'est que cet usage de ce genre de bombes, cet usage s'est démultiplié par plus de 12 fois comparé aux statistiques que l'on a pour l'année 2023 et des villes comme Kharkiv en souffre particulièrement, notamment sa population civile, une fois encore. Merci Emmanuel Chaz, donc en direct de Kharkiv. Un mot, on va d'abord écouter d'ailleurs un officiel ukrainien du Conseil national ukrainien. Cela suggère que Poutine planifie une guerre pour une longue période à venir. Une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Occident dans son ensemble, une guerre contre l'OTAN. Il place à la tête du ministère de la Défense une personne qui connaît bien le fonctionnement des systèmes de mobilisation. Régis, une guerre longue, c'est ce qu'on disait un peu sur ce plateau. Ces offensives autour de Kharkiv, ça rappelle vraiment début 2022, non ? C'est ça qui est terrible peut-être pour les habitants justement de Kharkiv. Elle avait été reprise, cette ville, par les Ukrainiens. Ça avait été un échec, en effet. On a l'impression qu'on est passé dans une autre dimension à présent et que celui
presque d'une guerre d'usure. Alors, je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose comme ça, sachant qu'effectivement, la différence démographique, le rapport démographique entre la population russe, la population ukrainienne, et aussi la manière dont l'armée est gérée. On ne peut pas mobiliser dans une société comme la société ukrainienne, comme on peut mobiliser dans la société russe, fait qu'effectivement, ça donne en ce moment un avantage à la Russie, et que ce qui est en train de se passer à Kharkiv, et notamment avec l'usage de ces bombes, c'est évidemment un effet direct, matériel, j'ai envie de dire, au sol, mais c'est aussi un effet psychologique autant que je l'entends sur les médias ukrainiens. Donc c'est quelque chose qui fait partie d'une forme de guerre d'usure, sans doute avec cette idée pour la Russie qu'on est parti dans quelque chose d'un peu plus long qu'il l'aurait souhaité, donc dans une guerre longue, entre autres, comme on le soulignait tout à l'heure avec Mme Berman, aussi sur le fait que l'aide américaine commence à arriver. Il y a 61 milliards. Les experts, par exemple, disent qu'avec cet armement, l'Ukraine s'est gagné un an encore, en quelque sorte, de résistance, et après, il faudra trouver autre chose. Mais est-ce que cette offensive peut changer le rapport de force, Sylvie Berman ? C'est ça la question, parce qu'effectivement, il y a une course contre la montre. Les Ukrainiens attendent cette aide américaine. Est-ce que ça peut changer le rapport de force ? Pour le moment, le rapport de force est en faveur de la Russie, très clairement, parce que l'Ukraine manque à la fois de munitions, d'hommes aussi, parce qu'elle n'arrive pas à mobiliser, parce qu'il y en a plus de 500 000 qui ont quitté le pays, qui ne veulent pas se battre, et que Volodymyr Zelensky voudrait ramener dans le pays, mais qui ne le souhaite pas. À l'intérieur du pays même, c'est compliqué. Il a abaissé l'âge, d'ailleurs. Il a abaissé l'âge. De 27 à 25 ans. Ce que voulaient les soldats sur le terrain, c'est qu'il y ait une démobilisation de ceux qui y sont depuis le début de la guerre. Et ça n'est pas fait. C'est une des plus vieilles armées au monde, puisque la moyenne d'âge est de 43 ans. Donc il faut effectivement absolument qu'il y ait des gens sur le terrain. Alors tant qu'il n'y a pas d'armes, on peut dire que ça ne sert à rien d'avoir plus d'hommes tant qu'il n'y a pas les munitions. Mais c'est vrai que ça sera un peu l'heure de vérité au moment où les munitions américaines arriveront. Et en même temps, les pertes russes sont tout de même assez considérables. Alors, on n'a pas de chiffre officiel, mais on parle de quoi ? 150 000 morts russes ? 350 000. Alors, moi, je crois 350 000, ça affluerait blessés compris, etc. Des blessés. Mais 150 000 morts, ce serait déjà considérable, évidemment. Alors, cette offensive n'est pas... Elle est relativement prévisible, relativement prévisible parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour la Russie aujourd'hui, justement à cause de cette aide américaine qui a été retardée, comme vous le savez, par le Congrès. Et donc, moi, j'ai lu des reportages, par exemple, de militaires ukrainiens qui disaient « Nous avons tiré notre dernier obus ». C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus rien, ils n'ont plus rien à tirer. Donc, il y a un vrai problème. Et ça, il le sait, le camarade Poutine. Donc, il en profite. Il attend, évidemment. Il sait très bien qu'une fois que les armes américaines vont arriver et occidentales vont arriver, le rapport de force ne changera pas forcément, mais ça va quand même donner, surtout que, excusez-moi, il y a un petit détail qui est important qui a été donné, c'est que ces armes nouvelles, on a décidé enfin, je dirais enfin, qu'elles pourront éventuellement s'en prendre à la Russie. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Les Américains, tout le monde n'est pas d'accord sur cela. Oui, tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Les Allemands, bien sûr que non. Mais les Anglais sont pour. Les Anglais sont pour. Les Américains sont moins chauds, si je puis dire. Mais de fait, ça va se passer. Donc, avant, ils n'avaient pas le droit. Je vous signale que la plupart des armes qui avaient été envoyées étaient bridées, si je puis dire. Les scalps et autres que nous avons envoyées, qui sont des armes très efficaces, elles ne pouvaient pas aller au maximum de leur distance, si je puis dire. C'était justement pour éviter ça. Alors, ça va quand même changer un peu les choses, parce qu'il y a déjà Belgorod, qui est une ville russe, comme vous savez, qui est très attaquée. Et on dit d'ailleurs que l'offensive actuelle, et Madame l'ambassadrice l'a dit, sert aussi à protéger éventuellement Belgorod, c'est-à-dire de faire reculer les bombardements est possible. Mais si les armes occidentales arrivent et qu'ils ont l'autorisation par les Occidentaux d'aller attaquer le territoire russe, ça va un peu changer les choses dans la mentalité russe, peut-être, j'en sais rien, parce que quand on reçoit des bombes, on change un peu d'opinion, peut-être. Régis Janté, vous pensez que ça peut effectivement inverser le cours de cette guerre ? On est à quelques mois donc, d'une conférence sollicitée par Zelensky, une conférence qui doit avoir lieu en Suisse. Auquel la Russie ne sera pas. Bien sûr, la Russie ne va pas participer, mais Zelensky en fait quelque chose d'important. Cette conférence, il a même demandé, il aimerait bien que les Chinois y participent. Est-ce que l'idée, c'est justement une course contre la montre, attendre d'un côté les armements américains, mobiliser une partie des troupes ukrainiennes vers Kharkiv pour inverser le rapport de force, si c'est encore possible ?
C'est difficile à dire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'inconnus dans cette équation. Donc là, ça me paraît assez difficile d'en décider. Effectivement, Zelensky a voulu cette conférence qui est même plutôt, je crois, appelée au départ par les Chinois. Donc c'est une manière aussi justement d'aller pour Zelensky, comment dire, à la conquête, si je puis dire, de pouvoir s'aboucher, de pouvoir parler avec des gens qui soutiennent la Russie de manière plus ou moins active, à commencer par la Chine, mais aussi beaucoup de pays, d'autres pays hors de l'Occident, disons. Donc peut-être que pour Zelensky, c'est une manière, effectivement, d'abord de montrer de sa bonne volonté, d'essayer de trouver s'il peut y avoir un terrain d'entente avec ses partenaires internationaux et qui jouent un rôle important dans le soutien à la Russie, finalement, et peut-être essayer d'envisager, si toutefois il devait y avoir à un moment donné une négociation, eh bien, d'essayer de trouver des termes plus favorables en les ayant peut-être pas de son côté. Je pense au Brésil, je pense à la Turquie, je pense effectivement donc à la Chine et à d'autres, mais en tout cas qu'elle puisse aider à défendre les positions de l'Ukraine. Je crois que c'est encore un peu tôt, je ne suis pas sûr que les termes du débat soient clairs, y compris pour Zelensky à ce stade. Sylvie Bermann, ils ne vont pas arriver en position de force. Mi-juin, c'est demain, à cette conférence, les Ukrainiens. C'était quand même l'espoir de Zelensky à la base, j'imagine. Oui, en tout cas sur le champ de bataille. Autrement, ce que cherche Zelensky, c'est avoir un soutien politique à ses propositions, mais qui ne sont évidemment pas acceptables pour la Russie, puisqu'il demande le retrait des troupes et inconditionnel, donc ça ne marche pas. Et là, il n'a pas les moyens de faire pression. Non, mais c'est simplement pour recueillir le soutien d'un certain nombre de partenaires, espérant que ça fera réfléchir la Russie. Mais si les choses ne bougent pas sur le champ de bataille, évidemment, Poutine attend. Et il attend l'élection de Trump de toute façon. Et le temps joue pour Poutine. Le juge de paix, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas les déclarations, c'est pas même les conférences à ce stade. D'autant plus que, encore une fois, la conférence, elle peut pas être décisionnelle puisque on négocie avec qui ? Avec son ennemi. Pas uniquement avec des pays, comme on dit en anglais, like-minded ou affinitaires. Donc un mot sur cette conférence. C'est une bonne chose, dans le sens où quand on peut échanger sur un arrêt de guerre ou une tentative de paix, on ne peut pas cracher dessus, donc soyons clairs. Bon, simplement, c'est évidemment une opération politique pour Zelensky, d'essayer de faire entendre sa voix et de rassembler autour de lui. Il a le monde occidental derrière lui, mais n'oublions pas, il y a tout le reste du Sud global, ce qu'on appelle maintenant... Qu'il aimerait justement convaincre. Pas convaincre, en tout cas à ramener quelques éléments de ce Sud global. Bon, c'est un exercice difficile, et c'est vrai que du fait qu'il est en difficulté sur le terrain militaire, et là je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est le juge de paix, c'est le terrain militaire, aujourd'hui, ça ne va pas faciliter l'opération de Suisse, si je puis dire. Donc voilà. Un mot sur ce qui se passe en mer Noire, parce que là, on pourrait dire que, pour le coup, les Ukrainiens sont plutôt en position de force, puisqu'à Odessa, les exportations de céréales ont repris, les exportations ukrainiennes depuis le mois de mars, et les Ukrainiens ont même réussi à mettre fin au blocus russe. Régis, et les exportations, d'après ce que dit le New York Times aujourd'hui, sont équivalentes à celles d'avant la guerre. Ça, c'est une victoire ukrainienne. Oui. Oui, effectivement, s'il y a une victoire ukrainienne de ces 6 derniers mois ou de cette dernière année, elle est en mer Noire avec plusieurs succès, plusieurs navires importants de la flotte russe qui ont été coulés véritablement par l'Ukraine. Et ça, c'est un vrai succès et ça pose des vrais problèmes, au point, par exemple, que la Russie a annoncé, alors on ne sait pas dans quelle mesure ça sera suivi d'effet, mais de créer en quelque sorte un autre port en mer Noire de repli plus protégé que ceux de la Crimée et qui serait dans le pays où je me trouve, puisque ce serait dans une des régions séparatistes de la Géorgie. Alors on n'est pas encore à l'aise pour savoir si vraiment il y a une vraie intention, si on est dans l'effet d'annonce et si toutefois ce port se créait, dans quelle mesure il jouerait véritablement un rôle stratégique. Mais en tout cas, on sent que la Russie a pris des coups avec sa flotte de la mer Noire, ça c'est certain, oui. Sylvie Bermann, là, il y a une victoire ukrainienne. Elle est un peu surprenante en plus. Elle est surprenante dans la mesure où l'Ukraine n'a pas de marine. Donc, c'est véritablement un succès ukrainien qui est lié à l'innovation, puisque ce sont des drones navals. Et effectivement, c'est un succès. Ils ont eu raison là des navires russes, enfin qui faisaient blocus. Oui, tout à fait. Il y a à peu près 30% de la marine russe qui a été éliminée en mer Noire. Ce qui est intéressant, c'est quand Moscou a dénoncé l'accord, puisque c'est Moscou qui a dénoncé Poutine,
Poutine a annoncé que tout navire qui passerait serait considéré comme un navire de guerre et serait coulé. Et ça, c'est complètement l'inverse qui s'est passé, puisque tous les navires arrivent à exporter le grain, à la fois tournesol et blé ukrainien, et ça leur permet à la fois d'avoir des devises et en même temps d'avoir cette victoire symbolique. Symbolique, vous diriez, c'est quand même symbolique. Non, elle est importante. Ça ne veut pas dire qu'ils pourront l'exploiter, ça ne veut pas dire qu'ils vont récupérer la Crimée, mais en tout cas, c'est important pour l'exportation. Les exportations ukrainiennes à partir d'Odessa, d'autant plus que le but de la Russie, si elle en avait les moyens, serait probablement de prendre Odessa. Donc, parce que dans ce cas-là, elle coupe l'Ukraine de l'accès à la mer et le pays ne sera plus viable. Donc c'est important qu'Odessa continue de fonctionner. Deux choses qui sont importantes à mon avis. N'oublions pas que le but premier de Poutine était de faire le blocus de cette ça. Donc là, on est vraiment dans un échec total. Deuxième chose qui est importante et qui évidemment remet les pendules un peu plus à l'heure, si je puis dire, de part et d'autre, c'est que n'oublions pas que cette mer Noire n'est accessible que par le détroit par Sébastopol. Donc aucun nouveau navire ne peut venir, contrairement à des tanks sur le terrain de guerre, ne peut venir en mer Noire pour renforcer la flotte russe. C'est-à-dire que la flotte russe qui a été attaquée aujourd'hui, elle n'a pas de secours qui peut venir, puisque ce sont les Turcs qui détiennent le détroit, et donc ils ne laissent passer personne, puisque c'est eux qui décident, et de toute façon, ils ne laisseraient passer personne. Donc là, c'est donc une véritable défaite à tout point de vue. Donc je pense que dans cette affaire-là, ça compense un peu, si je puis dire, ce qui est en train de se passer sur Terre. Voilà. Ça permet en tout cas de faire vivre cette économie de guerre ukrainienne. Oui, en tout cas, parce que ces exportations sont assez colossales quand même. Et l'Union européenne qui valide aujourd'hui la suspension des droits de douane et quotas qui s'appliquent aux produits agricoles ukrainiens. Donc là, il y a tout de même une ouverture pour l'Ukraine, Régis. Oui, effectivement, Effectivement, c'est vraiment un secteur important. Là, je ne vais pas pouvoir ajouter quoi que ce soit d'intéressant, mais effectivement, voilà, on sait que c'est un des piliers de l'économie ukrainienne. C'est extrêmement important, et c'est aussi important pour l'Ukraine parce que ça lui permet aussi, de rester un pays qui joue son rôle dans l'économie mondiale, notamment avec les pays africains. L'Ukraine a ouvert plusieurs dizaines, je crois, d'ambassades ces 2 dernières années en Afrique, justement pour aussi recueillir leur soutien. Mais le fait de pouvoir se présenter comme un pays qui qui est fournisseur, qui leur vend des céréales, et c'est très important pour beaucoup de ces pays. C'est aussi une manière pour l'Ukraine d'entamer, si je puis dire, ou de se donner des arguments dans le dialogue qu'il peut avoir avec, par exemple, les pays africains. Oui, la dernière chose qui pourrait éventuellement consacrer la défaite de Poutine dans cette affaire-là, c'est ce fameux pont de Kerch dont on parle tout le temps, vous savez, qui est donc un pont qui permet aujourd'hui éventuellement à l'armée russe de s'approvisionner et justement d'approvisionner la Crimée qui est sous contrôle russe. Ce pont, on en parle de le détruire. Je pense que les prochains armements qui arrivent peuvent éventuellement jouer là-dessus, et la destruction du pont de Kerch serait un symbole plus qu'autre chose, mais un symbole très important, et surtout quand on est en train de perdre du terrain sur la terre à Kharkiv ou ailleurs. Sylvie Orano, la Crimée reste très importante pour les Ukrainiens, très importante pour les Russes qui l'ont annexée en 2014. Donc est-ce que finalement le fait que ce relatif succès des Ukrainiens pourrait signifier un jour une victoire ukrainienne là ? Alors, en tout cas, pas pour le moment, et c'est ce que disent tous les experts. C'est peu probable que ces succès puissent être véritablement exploités par l'Ukraine. Mais c'est vrai que ça serait une déflagration pour la Russie, et en tout cas pour Vladimir Poutine, puisque l'annexion de la Crimée lui a valu un regain de popularité extraordinaire dans le pays, y compris de la grande majorité des opposants, y compris d'ailleurs à l'époque de Navalny. Le pont est son pont, c'est lui qui l'a inauguré 2 fois. Le fameux pont de Kerch. Le fameux pont de Kerch, d'ailleurs qui est une très belle réalisation d'art. Souvent, quand on dit que les Russes ne font rien, ne construisent rien, quand ils veulent, ils peuvent, même si c'est pour un but qui est pas nécessairement honorable. Mais en tout cas, c'est important, et c'est un peu, comme l'avait dit un Ukrainien, le joujou de Vova, Vova étant le diminutif de Vladimir Poutine, quand il était petit. Le joujou de Vova. Régis, juste pour terminer, puisqu'on sait que
les Géorgiens, enfin une grande partie de l'opposition se trouve en ce moment devant le Parlement pour justement s'opposer à cette loi qui en fait va arrimer un peu plus la Géorgie du côté russe. Et vous parliez peut-être d'un éventuel port du côté des républiques séparatistes géorgiennes. Là, il y a un vrai enjeu pour Poutine aussi qui se joue en Géorgie. Absolument, je regarde ces événements actuels et certainement le fait que le gouvernement géorgien veuille adopter cette loi comme un épisode en fait de la guerre en Ukraine. Il faut jamais oublier que cette guerre en Ukraine, d'une certaine façon, elle a commencé en Géorgie. En 2008, c'est la même guerre, ce sont les mêmes motivations, les mêmes modus operandi. Et donc aujourd'hui, pour la Russie, avoir une victoire en Géorgie, c'est quelque chose de très important dans l'ancien espace soviétique pour dire regardez, la Russie ne perdra pas. C'est évidemment aussi une victoire très importante pour dire à l'Occident qu'il faut cesser de soutenir l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie, parce que de toute façon, ça doit faire partie du giron russe. Et c'est pour ça que la Russie fait la guerre en Ukraine, d'ailleurs. C'est vraiment pour garder le contrôle de refaire en quelque sorte le glacis, ce qu'on appelait le glacis dans les années 1970-80, autour de la Russie. Donc c'est très important ce qui se passe en Géorgie. La Russie était très présente dans la façon d'imposer cette loi. Elle est imposée d'ailleurs par un oligarque qui a fait toute sa fortune en Russie et qui est complètement tenu en fait par le Kremlin. Donc voilà, il faut suivre ça et on retrouve ce clash qu'on a retrouvé en Ukraine avec une partie de la population substantielle qui ne veut pas rentrer dans le giron russe, mais qui en l'occurrence avec cette loi soi-disant sur les agents de l'étranger pourrait se retrouver dans le giron, dans l'orbite russe et ça suscite évidemment une grande inquiétude. Et c'est pourquoi il faut suivre toutes ces républiques, l'Arménie, la Géorgie, la Moldavie. Bon, l'Ukraine est en guerre parce que ce sont autant de foyers d'instabilité pour le futur. On a des lames profondes dans ces pays de volonté de s'émanciper de l'ancienne puissance coloniale, que c'est de ça dont il est question, de rejoindre l'Occident, parfois pour des raisons très prosaïques. C'est pas toujours de la grande idéologie et un grand élan vers la liberté. Ça existe, mais c'est aussi parce qu'on y vit mieux, parce qu'on est mieux protégé en Occident, parce que les universités ils sont meilleures. On peut ne pas acheter son diplôme et avoir un bon diplôme, par exemple. Et tout ça est très important. Et la jeunesse qui manifeste dans la rue, c'est elle qui tiendra la Géorgie dans le futur. Donc, même si la loi devait être à voter, ce serait certainement des manifestations et des contestations à s'attendre dans les années qui suivent. Ouais, cette loi qui doit être examinée en troisième lecture demain. Oui, mais alors évidemment, si cette loi elle va être adoptée, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas adoptée, puisqu'il n'y a pas de... Bon, donc, mais simplement, ça veut dire que la Géorgie ne pourra pas rentrer dans l'Union européenne tant que cette loi existe, parce que ça fait partie des choses qui peuvent être permises par l'Union européenne. Donc c'est un recul en arrière. En vérité, si on veut comprendre par la hauteur le problème, oui, je sais bien, si on veut comprendre, en vérité, la hantise de Poutine, c'est la démocratie. C'est-à-dire que s'installe autour de lui des pays démocratiques qui pourraient donner l'idée à son peuple, pas forcément, mais en tout cas à des gens de rejoindre ce camp. Et ça, il n'en veut pas, évidemment. Parce que... Merci beaucoup Thierry Volton. Merci beaucoup Sylvie Berman d'avoir été avec nous. Merci Régis Janté donc à Tbilissi. Merci aussi à Emmanuel Chasse qui était avec nous au milieu de ce débat envoyé spécial à Kharkiv. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux également en podcast. À demain.